Le soleil de septembre mordait les crêtes des monts du Césalier avec une indifférence absolue. Je me souviens de la façon dont la lumière tombait sur les genêts secs, une lumière couleur de vieille cire, ni chaude ni froide, simplement honnête. C'était la seule chose honnête de cette journée-là. Nous avions quitté Clermont-Ferrand à l'aube, Théobald au volant du pick-up, ses frères Gontran et Faustin entassés sur la banquette arrière avec leur bière et leur rire qui sentaient déjà l'alcool bon marché. Ils avaient présenté ça comme une excursion. Une surprise pour moi, Miralva, c'est ainsi qu'on m'appelait depuis l'enfance, un nom hérité d'une arrière-grand-mère brésilienne que je n'avais jamais connue, un nom qui sonnait étranger dans la bouche des gens du plateau. Ils avaient dit « Habille-toi chaudement, on part à la campagne ». Et moi, stupide de confiance, j'avais mis mes bottes de randonnée et pris mon châle bordeaux, celui que ma mère m'avait brodé avant de mourir. Le pick-up s'arrêta sur un chemin de terre qui n'avait pas de nom sur les cartes. À droite, une ligne de peupliers tremblait sous un vent que je ne sentais pas encore. À gauche, le plateau s'étirait jusqu'à un horizon bas, gris-violet, où des nuages s'accumulaient sans se presser. Je mis pied à terre en regardant autour de moi, cherchant les panneaux d'une aire de pique-nique, d'une ferme, de n'importe quoi qui ressemblait à une destination. « C'est où ici » demandai-je. Théobald ne répondit pas tout de suite. Il alluma une cigarette avec ce geste lent qui m'avait autrefois semblé élégant et qui maintenant me donnait la nausée. Gontran ricana depuis la fenêtre ouverte. Faustin, le plus jeune, regardait ses propres mains comme s'il avait honte, mais pas suffisamment pour dire quoi que ce soit. « Débrouille-toi », dit Théobald. Il dit ça avec le même ton qu'on emploie pour parler de la météo. Puis il écrasa sa cigarette à moitié fumée sur le sol poussiéreux, remonta dans le pick-up et ils partirent. Les pneus soulevèrent un nuage de poussière ocre, le bruit du moteur s'éloigna. Et puis il y eut le silence. Ce silence particulier des hauteurs de l'Auvergne, qui n'est pas vide mais dense, habité par le vent, par les insectes, par quelque chose d'ancien qui n'a pas de nom. Je restais immobile pendant ce qui me sembla être une longue minute. Mon esprit refusait d'assembler les pièces. Puis quelque chose se déchira en moi, non pas dans le sens dramatique qu'on lit dans les romans, mais comme on déchire un papier calque, proprement, sans bruit, révélant ce qui se trouvait dessous depuis toujours. Je vis ma vie telle qu'elle était. 6 ans de mariage avec un homme qui n'avait jamais appris à prononcer mon nom correctement. 6 ans à rire de ses blagues qui n'étaient pas drôles, à excuser ses silences qui n'étaient pas de la pudeur mais du mépris. 6 ans à me réduire moi-même, comme on réduit une sauce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'essentiel, et encore, même l'essentiel avait fini par s'évaporer. Je regardais autour de moi. Le chemin de terre partait vers l'est, les peupliers au nord. À l'ouest, le plateau ouvert. Je n'avais pas de téléphone. Théobald le gardait toujours dans la boîte à gants, pour éviter les distractions quand nous roulions. Je n'avais pas d'eau. J'avais mon châle, mes bottes, et dans la poche de mon manteau, par miracle de distraction matinale, un billet de 20 € froissé et une boussole de randonnée miniature que j'avais achetée 2 ans auparavant dans une brocante et que je n'avais jamais utilisée. Je pris la boussole dans ma paume. Elle était petite comme un œil de chat. L'aiguille oscilla, chercha, se stabilisa vers le nord. Est. La ville la plus proche, selon mes souvenirs, était Issoire, vers le nord-est, au fond de la vallée de l'Allier. 110 kilomètres, peut-être plus, peut-être moins. Je n'en savais rien avec certitude. Je marchais vers l'est. La première nuit, je dormis dans une grange abandonnée que je trouvai après 4 heures de marche sur des chemins qui se croisaient et se perdaient. La paille était humide et sentait le champi et la souris, mais elle était là. Je m'enroulais dans mon châle et je regardais par les planches disjointes les étoiles qui apparaissaient l'une après l'autre. Je ne pleurais pas. Ce fut cette absence de larmes qui me surprit le plus, comme si mon corps avait décidé avant ma tête que le deuil était terminé, qu'il n'y avait plus rien à pleurer parce qu'il n'y avait jamais rien eu à aimer vraiment. Je pensais à ma mère, Dolorinda, qui était morte 3 ans plus tôt d'une maladie des reins silencieuse et rapide. Elle m'avait dit, la dernière fois que je lui avais rendu visite à l'hôpital de Riom, avec cette franchise brutale qu'avaient les femmes de sa génération. « Cet homme te mange, Miralva, pas par amour, par habitude. » Je lui avais répondu que je savais gérer ma vie. Elle avait fermé les yeux sans répondre. C'était sa façon à elle de ne pas dire « tu ne sais pas ». Elle avait raison. Dolorinda avait toujours raison. Le lendemain matin, je repartis à l'aube, les jambes raides, la bouche sèche. Je trouvai un ruisseau vers 10 heures et je bus directement dans mes paumes jointes comme un animal. L'eau goûtait le granit et la mousse. C'était la meilleure chose que j'avais bue depuis des années.
Vers midi, je croisai une vieille femme qui conduisait un tracteur rouillé sur un chemin de crête. Elle s'appelait Séraphine, elle me le dit sans que je le demande, avec la promptitude de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir des visiteurs. Elle avait 82 ans, un visage comme une carte topographique et des yeux d'un bleu presque blanc qui regardaient sans juger. Elle m'emmena dans sa ferme de Seyou. Elle me donna de la soupe, du pain, du fromage de brebis. Elle ne me posa pas de questions sur ce que je faisais seule sur le plateau, à pied, sans bagage. Elle ne me regardait pas comme une curiosité ou comme un problème. Elle me regardait comme on regarde quelqu'un qui a simplement besoin d'un repas. Cette absence de pitié me fit du bien d'une façon que je ne savais pas nommer. Le soir, elle me dit qu'elle irait à Ambert le lendemain pour le marché. Ambert, c'était à 60 km d'Issoire par la route. De là, je pourrais trouver un bus. Je dormis dans un lit vrai pour la première fois en 2 jours. Le matelas avait des creux et la couverture sentait la lavande séchée et le temps. Je dormis comme je n'avais pas dormi depuis des années, sans ce bruit de fond de vigilance que j'avais appris à maintenir même inconsciente. À Ambert, avec mon billet de 20 €, j'achetai un ticket de bus pour Issoire et un café au comptoir d'un bar qui s'appelait le Bougna Tranquille. La patronne, une femme massive avec des tresses grises, s'appelait Wulfhilde, un prénom gothique et magnifique qu'elle portait avec une totale désinvolture. Je lui demandai si elle avait un téléphone fixe que je pouvais utiliser. Elle me le tendit sans condition. J'appelai Estergon. Estergon Vassari était ma meilleure amie depuis l'université, une Hongroise de Lyon qui travaillait comme graphiste indépendante et vivait dans un appartement encombré de plantes carnivores et de livres sur la criminologie. Je l'avais moins appelée ces dernières années. Théobald disait qu'elle était une mauvaise influence, trop libérée, trop bavarde, trop tout. En réalité, il avait peur d'elle, parce qu'elle le regardait avec cette attention froide et précise qui démontait les gens à vif. Quand elle décrocha et qu'elle entendit ma voix, elle ne dit pas bonjour. Elle dit « Je savais que ce jour viendrait, où es-tu » Je lui dis. Elle dit « Ne bouge pas ». Elle arriva le lendemain soir avec sa vieille Citroën rouge, chargée d'une valise vide qu'elle avait apportée pour moi, d'une bouteille de palinka aux abricots et d'un plan. Le plan était simple dans son principe et compliqué dans son exécution. Je ne retournerai pas dans la maison de Théobald à Clermont-Ferrand. Je ne prendrai pas contact avec lui. Je disparaîtrai le temps de construire quelque chose de solide. Estergon m'hébergerait à Lyon. J'avais un diplôme de comptabilité qui dormait depuis 6 ans, pendant que je gérais les comptes d'une petite entreprise de Théobald. Une entreprise qui, je le réalisais en refaisant les chiffres dans ma tête, était inscrite à mon nom à moi. Ce détail, que Théobald avait toujours présenté comme un geste généreux, était en réalité une protection pour lui-même en cas de problème fiscal. Ce détail allait devenir mon levier. Les premiers mois à Lyon furent une reconstruction à nu. Je dormais sur le canapé d'Estergon, entouré de ces plantes voraces qui, je le jure, semblaient me regarder s'adapter. Je trouvai un travail comme comptable auxiliaire dans un cabinet du quartier de la Croix-Rousse, dirigé par un homme nommé Balthazar Königsmann, 60 ans, patient et précis comme une horloge suisse. Il me prit en observant mon CV avec des lunettes à double foyer et en disant « Vous avez du potentiel abîmé, c'est la meilleure matière première qui soit. » Je travaillais comme je n'avais jamais travaillé, avec cette faim particulière de quelqu'un qui redécouvre qu'elle a des capacités propres, indépendantes de l'autorisation de quiconque. Le soir, dans l'appartement d'Estergon, je prenais des formations en ligne. Gestion de patrimoine, droit des sociétés, la procédure de divorce que j'étudiais avec le même calme analytique qu'un problème de comptabilité. Un avocat, maître Cunégonde Flétrissant, m'avait été recommandé par Balthazar. Elle était petite, sèche, avec une voix qui coupait comme un outil chirurgical. Elle prit mon dossier, l'étudia et dit « Votre mari vous a abandonné au sens légal du terme, et l'entreprise inscrite à votre nom nous donne une position de négociation intéressante. » Je ne souriais pas. Je prenais des notes. À la fin de la première année, j'avais un appartement à moi, un studio rue d'Enfer-Férouillat, avec une fenêtre donnant sur un mur de lierre et suffisamment de silence pour penser. J'avais constitué le dossier de divorce. J'avais, avec l'aide de maître Flétrissant, procédé à une dissolution ordonnée de l'entreprise inscrite à mon nom, récupérant une somme modeste mais réelle. J'avais changé de numéro de téléphone. Théobald avait essayé de me contacter via l'ancienne ligne dès les premières semaines. J'en avais la confirmation par une vieille voisine, Madame Pézenas Gourdel, qui m'avait écrit par courrier postal, courrier que j'avais demandé à faire transférer chez Estergon. Elle écrivait avec une régularité de secrétaire. Il a appelé, il a sonné, il a envoyé ses frères.
Les frères Gontran et Faustin avaient fait le trajet jusqu'à notre ancien immeuble plusieurs fois, tournant en voiture dans la rue avec la désorientation de gens habitués à trouver ce qu'ils cherchent facilement. Ils ne me trouvèrent pas. Personne ne me trouva. Je n'existais plus sur aucune de leurs cartes. La deuxième année fut différente. Moins de reconstruction, plus d'édification. Je devins collaboratrice permanente chez Balthazar Königsmann. Je pris en charge la gestion d'un portefeuille de petites entreprises du secteur artisanal, avec une autonomie croissante. Je nouais une amitié inattendue avec une collègue nommée Zubeyda Tailleur-Marchand, une femme de 35 ans, divorcée elle aussi, qui aimait les films iraniens et la cuisine géorgienne, et qui comprenait sans explication ce que c'était que de reconstruire une identité à 40 ans passés. Je ne pensais pas à Théobald souvent. Quand j'y pensais, c'était avec la même neutralité qu'on pense à un accident de voiture passé depuis longtemps. Un événement qui avait eu des conséquences, mais qui appartenait à une géographie mentale de plus en plus lointaine. Ce qui m'intéressait davantage, c'était comprendre comment j'avais laissé cet événement durer 6 ans. Ce travail-là, je le faisais avec une thérapeute nommée Philomène Acharvasseur, une femme à la voix grave qui ne m'offrait pas de réponse, mais posait des questions qui obligeaient à les trouver soi-même. C'est Philomène Acharvasseur qui me demanda, lors d'une séance d'octobre de la deuxième année, « Qu'est-ce que vous feriez si Théobald vous retrouvait ?» Je réfléchis vraiment à cette question. Je lui dirai ce que je n'ai jamais dit. Elle hocha la tête sans commenter. C'était sa façon de dire « bien ». Il me retrouva en novembre. Je ne sais pas comment. Peut-être par la procédure de divorce, qui avait nécessité une adresse légale. Peut-être par une fuite d'informations quelque part dans la chaîne administrative. Peut-être qu'il avait simplement été plus patient que je ne l'avais cru. Ce fut un samedi matin. Je rentrais du marché de la Croix-Rousse avec des légumes racines et un roman policier acheté sur un étalage de bouquiniste quand je le vis sur le trottoir devant mon immeuble. Il avait maigri. Il portait un manteau gris que je ne reconnaissais pas. Il fumait cette cigarette que je reconnaissais avec ce geste lent. Mais quelque chose dans son maintien avait changé. L'assurance facile avait disparu, remplacée par quelque chose d'incertain que je n'avais jamais vu sur lui. Je m'arrêtai à 5 mètres. Il me regarda. Miralva. Il prononça mon nom correctement pour la première fois. Toutes les syllabes, dans le bon ordre, avec l'accent correct sur le premier A. Je ne sais pas si ce détail fut intentionnel ou le résultat de 2 ans à essayer de me retrouver, à avoir dit mon nom à voix haute suffisamment souvent pour finir par l'apprendre. L'une ou l'autre explication me semblait également triste. « J'ai envoyé des messages, dit-il. Beaucoup de messages. Je sais. Tu ne les as pas lus ? Non. » Il prit une longue inspiration, la garda, la laissa partir lentement. Il y en avait 63. Je savais ce chiffre. J'avais l'ancienne carte SIM, rangée dans une enveloppe dans le tiroir du bas de mon bureau. Je ne l'avais jamais insérée dans un téléphone, mais je ne l'avais pas détruite non plus. Maître Flétrissant m'avait conseillé de conserver toute preuve en cas de procédure contentieuse. Mais je savais, avec honnêteté, que je l'avais gardée pour une autre raison, pas par sentiment, par besoin de mesure, pour avoir un jour la certitude chiffrée de ce que ces années avaient représenté dans les 2 sens. 63 messages, soit une tentative de contact tous les 11 jours environ sur 2 ans. Ce n'était pas l'obsession frénétique de quelqu'un qui ne comprend pas, c'était quelque chose de plus étrange, la régularité hésitante de quelqu'un qui apprend lentement quelque chose qu'il aurait dû savoir depuis le début. Pourquoi, demandai-je. Il n'eut pas l'air de comprendre la question. Pourquoi 63 messages ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Il eut un geste vague, des excuses au début, après, je ne sais pas, peut-être juste te parler. Tu m'as laissé à 110 kilomètres de nulle part. Oui. Avec tes frères qui riaient. Oui. Tu pensais que je rentrerais à la maison ? Il baissa les yeux sur ses chaussures. C'était sa réponse. Oui, il avait cru ça. Il avait cru que j'aurais peur, que je serais reconnaissante qu'il me récupère finalement, que l'incident deviendrait une de ces anecdotes qu'on raconte au dîner pour rire de la frayeur passée. Il n'avait pas imaginé une seconde que je ne reviendrais pas. Parce que pour imaginer cela, il aurait fallu me voir, vraiment me voir, comme une personne à part entière, avec une capacité propre de décision. Et c'était précisément ce qu'il n'avait jamais fait. « Je ne suis pas venu te chercher une justification, dit-il finalement. Je voulais juste te voir. Tu me vois ?» Nous restâmes là un moment dans le silence du samedi matin, le bruit lointain du tram, une fenêtre qui claquait quelque part en hauteur, les pigeons sur le rebord de la corniche.
Je pensais à Séraphine sur son tracteur. Je pensais à Dolorinda et à ses yeux fermés à l'hôpital de Rion. Je pensais à la boussole dans ma paume sur le plateau du Césalier, avec l'aiguille qui cherchait le nord. « J'ai demandé à maître Flétrissant de t'envoyer les documents finaux la semaine prochaine, dis-je. Le divorce sera prononcé avant Noël si tu signes sans contester. » Il hocha la tête lentement. Une tête de quelqu'un qui a cessé de se battre contre quelque chose qu'il reconnaît avoir perdu depuis longtemps. « Et Gontran et Faustin ?» dit-il comme si c'était une question pertinente. « Quoi, Gontran et Faustin ?» Ils ont honte. C'est leur affaire. Il n'avait plus rien à dire. Je le voyais chercher quelque chose, un mot, une formule qui réparerait ou du moins clôturerait dignement. Il n'en trouva pas. La seule chose qu'il trouva finalement fut « Tu as l'air bien ?» ?»« Oui, dis-je, je suis bien. » Et c'était vrai. Pas dans le sens performatif qu'on emploie pour blesser quelqu'un en lui montrant qu'on s'est reconstruit sans lui. C'était vrai dans le sens factuel, comptable, comme une ligne de bilan équilibrée. J'étais bien. J'avais un studio avec du lierre dans la fenêtre, un travail qui utilisait ce que j'avais de meilleur, des amis qui n'avaient pas besoin que je me réduise pour exister à leur côté, et une boussole miniature posée sur mon bureau qui ne me servait plus à rien, mais que je gardais parce qu'elle me rappelait que j'avais su trouver le nord quand il le fallait. Je ramassais mes légumes qui avaient failli tomber de mon panier pendant que nous parlions. Je dis « Signe les documents, Théobald » et j'entrais dans mon immeuble. Dans l'ascenseur, je regardais mon reflet dans le miroir biseauté de la paroi. 42 ans, les cheveux longs de quelqu'un qui n'a plus de raison de les couper court pour faire plaisir à qui que ce soit, les yeux de Dolorinda, ce brun profond et tranquille qui ne demandait pas l'autorisation de regarder. Je n'avais pas l'air d'une femme qui venait de clore quelque chose. J'avais l'air de quelqu'un qui était simplement là, entière, dans sa propre vie. L'ascenseur s'arrêta au 3e étage. Je posai mes courses sur la table de la cuisine, à côté de la fenêtre par où entrait la lumière froide de novembre. Le lierre sur le mur d'en face était encore vert, obstinément vert malgré la saison. Sur mon bureau, la boussole miniature reflétait un fragment de ce ciel gris. L'aiguille indiquait le nord, comme toujours. Comme toujours, je savais où j'allais.